Bon, les petits gars, je suis emmerdé aujourd'hui. Ah, parce que je vous avais promis que je parlerais de la saga de Ra's al Ghul, qui est ma lecture de maternité. Mais dur, hein. Dur. Alors, la saga de Ra's al Ghul, chose promise, chose due, parce qu'on est en 2023, donc si je pouvais commencer l'année en tenant mes promesses, ça serait quand même la moindre des choses. Mais voilà, ça va pas être facile pour moi de faire cette vidéo, parce que clairement, je suis pas rentré dans ce bouquin. Alors, collection DC Nemesis, caractérisée par les petites taches de peinture, vous le savez, les petits symboles Covid ici, là, d'entrée de jeu, bam. Voilà, donc c'est une collection qui fait la part belle aux super vilains, aux super menaces de l'univers d'ici. Et elle a pour elle, cette collection, d'aller chercher des personnages plus que secondaires par moment, pour les mettre en avant à travers un ou deux récits qui ont marqué l'historique de publication du dit personnage. Et ça, c'est très cool. C'est une collection qui a fait ses preuves, notamment pour la balade de Lobo, Empereur du Joker et la splendeur du pingouin en ce qui me concerne, mais qui présente également pas mal de tares. Voilà, que je vous déconseillerais, comme l'héritage de Deathstroke, ou encore les tourments de double face. Putain, c'était compliqué cette histoire. Donc voilà, attention, mais quoi qu'il arrive, au moins, ça permet d'aller chercher un peu autre chose, puisqu'on va directement sur du super vilain. La saga de Ra's al Ghul s'est parue en 2014, ça fait partie des premiers livres de cette collection, ça fait aussi partie des premiers livres tout court d'Urban Comics, puisque la maison d'édition n'avait que 2 ans quand ça s'est sorti. Et donc c'est un recueil qui nous propose la publication de 3 récits majeurs concernant le personnage de Ra's al Ghul, c'est marqué dessus. Ces 3 récits majeurs qui sont la naissance du démon, scénarisé par Dennis O'Neil, qui est le papa de Ra's al Ghul. Il a créé le personnage dans les années 70 avec son compère Neil Adams. Donc là, on a Norm Breyfogle au dessin et on revient sur l'origine story du personnage de Ra's al Ghul. Ça a été publié originalement en 92. Après quoi, nous avons le fils du démon, Mike W. Barr au scénario, Jerry Bingham au dessin et à la colo. Le fils du démon, ça, c'est paru à la base en 87, date de ma naissance. Et enfin, la suite directe, toujours scénarisé Mike W. Barr, la suite directe du fils du démon. Cette fois-ci, ça s'appelle La fiancée du démon, et cette fois-ci, c'est dessiné par Tom Greenberg. Et donc, qui se lie directement à la suite du fils du démon. Voilà. Alors, par contre, La naissance du démon, qui est le premier récit de ces 3, vous pouvez le lire indépendamment. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous tartiner les 2 qui viennent derrière. Moi, d'ailleurs, je vous déconseille de le faire. Mais bon. Moi, en fait, si tu veux, pourquoi j'ai du mal avec la saga de Ra's al Ghul, c'est parce que sur les 3 récits, il n'y en a qu'un vraiment qui m'a fait kiffer. Il n'y en a qu'un qui m'a accroché, La naissance du démon, qui est cette origine story du personnage. On va retrouver Ra's al Ghul dans les sables brûlants du désert égyptien. On est en pleine Égypte antique. Et donc, on va découvrir ce personnage qui était jeune et idéaliste, qui avait une femme qu'il aimait, et qui va la perdre. Voilà. Il va connaître une suite d'événements assez tragiques, assez horribles. Qui vont finalement lui faire perdre petit à petit la raison et le faire devenir petit à petit le personnage qu'on connaît, hein, Ra's al Ghul, voilà, qui est un personnage millénaire, un personnage qui a traversé les siècles, les millénaires, et ça, c'est clairement ce que nous explique Dennis O'Neil, et ça, c'est très cool. Donc avec cette origine historique qui se passe il y a très longtemps en Égypte, et que le personnage, visuellement, il est à des années-lumière de ce à quoi il ressemble maintenant, hein. Donc ça, c'est très cool de voir finalement l'évolution physique, la transformation psychologique aussi de ce personnage. Comment est-ce qu'il a pu passer de ce jeune médecin beau gosse, bienfaiteur finalement, puisqu'il faisait le bien autour de lui, il essayait d'aider les gens qu'il pouvait aider, de soigner les gens qu'il pouvait soigner, et puis finalement, à force de se faire trahir, jeter au fer, voilà, il va perdre sa femme dans des conditions épouvantables, et du coup, il va petit à petit sombrer dans la folie, quoi. Et puis, il va également découvrir cette source d'énergie, hein, qui vont devenir les puits de Lazare et qui vont lui permettre ça va être sa cure de jouvence à lui, ça va lui permettre de se renouveler ad vitam aeternam, quoi, et de traverser ainsi les siècles. Alors le fait de traverser les siècles, de connaître un contexte géographique, géopolitique, c'est quelque chose qui est passionnant, je trouve, mais qui est peut-être pas suffisamment exploité. Alors, Dennis O'Neil en parle, mais après, on retrouve pas ça. On retrouve pas ça dans les scénarios de Mike W. Barr, finalement.
on va pas chercher ce côté justement millénaire de Ra's al Ghul, c'est ça qui me dérange. Si je devais écrire le personnage de Ra's al Ghul, personnellement, c'est ce que je ferais. J'utiliserais plusieurs étapes de notre histoire, plusieurs environnements complètement différents, pour faire évoluer ce personnage, pour le faire gagner en maturité, etc. etc. Et malheureusement, je trouve que c'est pas suffisamment exploité ici, quoi. Bon. Au dessin, vous avez remarqué que c'est assez atypique. C'est Norm Breyfogle, c'est magnifique, on dirait une espèce de peinture. Il y a un côté très biblique, hein. Enfin, je sais pas, avec les éclairs, les mecs à moitié à poil dans le désert. Tu vois, ça pète, quoi. Il y a un côté vachement conte des mille et une nuits. Et quand je dis biblique, finalement, c'est pas anodin. Pour ceux qui ont lu l'Ancien Testament, ben moi, ça m'a fait penser à l'Ancien Testament, en fait. Voilà. Ces histoires de trahison, de mecs dans le désert, de coups de pute. Voilà, lisez l'Ancien Testament, vous comprendrez pourquoi. Et ouais, il y a un côté vachement biblique dans ce récit. En tout cas, c'est passionnant, quoi. Vraiment. C'est un plaisir de découvrir l'origine story de Ra's al Ghul par Dennis O'Neil. Malheureusement, là où ça se corse, c'est sur les deux récits qui suivent, ceux de Mike W. Barr. Donc là, clairement, en termes de découpage, en termes de visuel, en termes de colo, on est sur des récits des années 80-90, il n'y a pas de doute. Bon, pourquoi pas, moi ça ne me dérange pas. Hein. Par moment, on a un découpage peut-être trop étriqué, des cases trop petites, une action trop fulgurante, et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à suivre l'action, et parfois c'est illisible. Il y a des scènes de combat, des scènes d'action qui sont illisibles, on ne sait pas vraiment ce que font les personnages. Tu vois, ce genre de découpage comme ça épileptique, là, ça me dérange, quoi. C'est pas lisible, c'est pas propre. Enfin, tu vois, là, par exemple, là, on a deux cases pour nous montrer une main comme ça qui sort des gravats. Peut-être que celle-ci, elle aurait été agrandie, elle aurait suffi, pas besoin d'en faire une petite là. Et ça, c'est typique, il y a que de ça. C'est pareil, là, tu as une minuscule case où le mec il court. Je sais pas, on étouffe, bordel de merde, on étouffe. Oh. Alors, dans Le Fils du Démon, Batman va être obligé de s'allier à Ra's al Ghul pour contrer une menace beaucoup plus grande qui les dépasse tous les deux. Et ça, c'est très cool parce que forcément, on va venir s'immiscer dans cette relation assez tendue entre le plus grand détective du monde et l'éco-terroriste qu'est Ra's al Ghul. Eh bien, la fille du terroriste, à savoir Talia al Ghul, d'où va naître cet amour incroyable entre Batman et Talia. Donc ça, c'est très cool. Voilà, alors vous savez que Batman et Talia, ils vont tac-tac, bim-bim, et va naître Damian, qui est probablement l'un des personnages les plus insupportables de l'univers d'ici. Donc c'était peut-être pas une bonne chose finalement de lui passer dessus ce soir-là. Mais bon. Là, on a déjà cette idée du couple qui va donner naissance à un enfant. C'est pas Damian Wayne encore. Voilà, il viendra beaucoup plus tard. C'est probablement l'histoire qui a servi d'inspiration à Grant Morrison pour écrire Damian Wayne plus tard. Mais en tout cas, on a déjà cette idée que Batman et Talia ont un enfant. Voilà. Je vous en dis pas plus à ce niveau-là. Mais comme j'expliquais, pour moi, le seul intérêt qu'il y a dans Le Fils du Démon, c'est la relation entre Batman et Ra's al Ghul qui est super. Parce que on sent qu'il y a un profond respect entre les deux en fait. C'est peut-être l'adversaire que Batman respecte le plus. Parce que même si ses moyens sont dégueulasses, la fin est compréhensible. Je ne veux pas dire légitime, mais le leitmotiv de Ra's al Ghul est parfaitement compréhensible pour quelqu'un comme Batman. C'est-à-dire que Ra's al Ghul, vous le savez, c'est un éco-terroriste. Son seul centre d'intérêt à lui, finalement, c'est le destin de la planète, quoi. Et pour que le monde aille bien, il est prêt à sacrifier des millions, peut-être même des milliards de gens. Donc forcément, c'est pour ça que Batman s'oppose à lui. Mais il y a quand même un profond respect entre les deux personnages, et ça, c'est parfaitement dépeint ici. Et puis c'est compliqué parce que c'est le beau papa. C'est le beau papa, donc forcément, je vous montre quelques planches, hein, que vous puissiez vous faire votre avis par vous-même, parce que je le rappelle, moi, les dessins, si tu veux, c'est pas mon métier, je suis boucher à la base, donc je ne veux pas commencer à raconter de la merde sur une façon de dessiner ou quoi. Voilà, je préfère vous montrer. Donc une histoire qui m'a pas spécialement emballé, mais alors la suite est encore pire, je crois. Je crois que la suite est pire, la fiancée du démon, là, oh là là. C'est typiquement le genre de récit où au bout de 5 pages, tu comprends que c'est pas pour toi. Mais le bouquin, bon bah t'as claqué 25 balles dedans, plus l'essence pour aller le chercher, tu te dis bon, je vais aller au bout. Je vais aller au bout. Donc tu y vas au bout, difficilement. Et c'est un cercle vicieux, dans le sens où le récit ne te parle pas, donc tu as tendance à rush. Tu as tendance à moins te plonger dans l'action, à ne faire finalement que survoler ce qui t'est raconté. Et plus tu survoles et plus ça te saoule. Et plus ça te saoule et plus tu survoles, et plus tu rushes.
Et en fait, tu te retrouves à tourner les pages en lisant les trucs machinalement, en te disant, c'est quand la fin, quoi? Papa, c'est quand qu'on arrive, quoi? C'était ça, hein, moi, la fiancée du démon et le fils du démon, c'était: «Papa, c'est quand qu'on arrive?» J'en ai plein le cul, quoi, sors-moi de cet enfer, hein. Déjà, il y a des choses qui sont incompréhensibles. Ra's al Ghul va chercher une ancienne actrice des années 60, espèce de Brigitte Bardot, si tu veux, pour la plonger dans son puits de Lazare pour qu'elle, retrouve sa jeunesse éternelle, en fait, voilà. Donc ça serait intéressant de faire ça avec Brigitte Bardot, effectivement. Mais pourquoi, en fait? C'est pas vraiment expliqué dans le bouquin, voilà. Peut-être qu'il a un crush sur elle, je sais pas, mais c'est pas plus expliqué que ça dans le livre. Bon, ça fait partie de ces éléments de l'histoire qui restent sans réelle explication et qui m'ont posé problème. Alors, pour expliquer ce qui se passe dans la fiancée du démon, c'est pas évident, si tu veux, parce que l'histoire est construite de manière à ne pas porter la révélation qu'à la fin. Donc il va se passer plein de choses qui vont être très vaporeuses. Voilà, tu vas être un peu comme Batman, tu vas te poser plein de questions, mais pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Il y a beaucoup d'explications qui viendront qu'à la fin, lorsque le grand méchant te dévoilera son plan final, quoi. C'est comme dans n'importe quel film des années 80-90. En fait, mon plan de domination totale. Voilà, c'est ça, tu vois. L'idée, c'est que ben, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont pas compréhensibles. Il faut prendre son mal en patience. Tu sais qu'à la fin viendra Et moi, j'ai du mal avec ce genre de procédé. Ça a tendance à me gaver, quoi. Il y a un côté très kitsch. Il y a un côté très kitsch qui m'emmerde. Alors, je sais bien que c'est un truc qui date des années 80-90, mais tu vois, le fait que Batman ait constamment son masque. Le mec, il va sous la douche, il a son masque. Il se fait emprisonner, il a son masque. À quel moment vous lui enlevez pas son putain de masque? Il met un casque. C'est véridique. Le mec met un casque. Attends, faut que je la retrouve, celle-là, elle est magnifique. Pour se barrer en avion. Alors, comment ça marche avec les oreilles là? Est-ce que les oreilles sont pliées dans le masque? Tu sais, j'imagine bien les oreilles comme ça qui sont pliées de chaque côté. Non mais voilà, c'est un truc très kitsch. Le mec, il a tout le temps son masque. Il parle à sa meuf, donc Talia dans l'épisode précédent, hein, il parle à sa meuf, il a son masque. Tu l'as sauté, gros, elle sait à quoi tu ressembles avec ton masque, ça n'a aucun sens. Tout le temps, sa cape, tout le temps, sa tenue, tout le temps. Dans le Fils du démon, Batman et Ra's al Ghul s'associent, comme je vous l'ai expliqué. Ce qui implique que Batman, il crèche chez Ra's al Ghul, hein, je te la fais courte. Il crèche chez Ra's al Ghul, ouais, il saute sa fille au passage, et donc le mec est tout le temps en tenue. Tu sais, ils vont dans leur chambre, il est en tenue de Batman, tout le temps, mais c'est kitschos, c'est vieillot, ça me saoule. Il y a un côté très années 60, vieux James Bond. Tu sais, le super vilain qui a sa forteresse, qui a son QG au pôle Nord. Tu vois, sa base secrète, mais qui n'est pas si secrète parce que ça dégueule de partout. Il y a des tours, il y a des trucs. C'est la base secrète, pas si secrète, en plein milieu du pôle Nord. Donc là, pour le coup, c'est en Antarctique. Voilà. Avec tout le confort que ça implique. Il y a un côté un peu kitsch. Hein. Tu vois, même Talia, t'as l'impression que on est dans un truc genre chapeau melon et bottes de cuir. Je veux dire, ça date de quand début des années 90, il y avait déjà eu Batman Year One à l'époque. Hein. Il y avait déjà eu Dark Knight Returns. Donc, ouais, dur quoi. Alors, quand je vous expliquais que c'est illisible, là j'ai un exemple frappant là sous les yeux. On est dans la Batcave. Il y a Tim Drake. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé. Il y a Tim Drake qui est sur l'espèce de penny là, vous savez, celui qu'on retrouve dans la Batcave. Et donc, ils sont en train de se battre contre les hommes de Ra's al Ghul. Et donc, Tim Drake arrive tel un sauveur. Il chantonne sa petite chanson là sur son penny en affrontant les ennemis. C'est ce qui m'énerve. C'est typiquement le genre de truc qui me casse les couilles avec les sidekicks. Les mecs prennent tout à la légère là. Mais mecs, ils sont dans la Batcave, gros. Vous êtes grillés, vous êtes morts. Ils sont dans la Batcave et le gars il arrive, il chante. Putain, ça me fatigue. Et donc il arrive avec sa grosse pièce, je veux dire son gros penny, mais ça me dérange de dire Tim Drake, gros penny dans la même phrase. Donc il arrive avec sa pièce comme ça, il la renverse sur les bad guys, et là tu sais pas pourquoi il y en a 3 de pièces. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Regardez, ça n'a aucun sens. Là, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui tombe sur les mecs là? Je comprends pas. Et pourquoi il y a plein de morceaux là? Parce que là, c'est quoi? La pièce, elle est creuse à l'intérieur, on peut y mettre son doigt, ou comment ça marche? Là, elle se casse en retombant, mais alors du coup, ils sont pas en dessous. Normalement, si elle retombe comme ça, ils devraient être coincés en dessous, les gars. Ouais, Batman, on va t'enfermer dans une pièce, on va te balancer du gaz, comme ça tu vas mourir petit à petit. Oh, on a oublié de fermer les Velux.
Que des conneries. Et donc forcément Batman il se barre par le Velux. Ah, alors il a été fermé pour le coup, mais quand même Batman se barre par le Velux. Non mais tu vois, sans déconner, faut arrêter de me prendre pour un con au bout d'un moment quoi. Donc en fait ce que je comprends pas, c'est que ça m'a été quand même bien vendu. Il y a beaucoup de gens qui en parlent en positif, c'est génial, c'est extraordinaire, c'est un des meilleurs DC Nemesis chez Urban. Ben, moi, mis à part la première histoire, hein, la naissance du démon, qui est très cool, qui vaut vraiment la peine d'être lu, j'aurais préféré acheter ça sous la forme d'un DC Deluxe de 96 pages, si tu veux, voilà, à 12 balles, hein, plutôt que de me tartiner les deux autres trucs derrière, quoi. Euh, Vous l'avez compris, je suis pas du tout rentré dedans, ça a été long, laborieux, comme cette vidéo. Vraiment comme cette vidéo, c'était la misère à faire. C'est pour ça que j'aime pas parler de choses que j'aime pas généralement parce que c'est pas très constructif et puis j'ai moins d'arguments que pour vanter quelque chose que j'ai aimé. Donc voilà, mais vu que je vous l'ai promis, ben, je vous l'ai faite. Et puis là, j'ai une autre lecture qui est en cours, qui commence très très bien. Donc là, par contre, j'espère que ça matchera et que ça ira jusqu'au bout. Et si c'est le cas, ben, évidemment, je ferai une vidéo très prochainement pour vous en parler, histoire de ramener un petit peu de positif. Parce que commencer l'année sur un truc, commencer l'année en disant ouais, c'était de la merde, ça t'annonce la couleur de la chaîne. Ciao les zingues.